vous en parlais tout à l'heure. Donc c'est une petite, comme une grosse gélule hein, donc de médicaments. Ça fait à peu près 10 mm. Il y a une partie à gauche, en haut, vous voyez, donc c'est la caméra. Et à droite, vous avez donc ce qui va stocker les images, les transmettre et la batterie. Et donc cette petite vidéocapsule va transmettre les images au boîtier externe que vous voyez donc là sur le malade, donc sans fil. Et on récupère ensuite les images sur ordinateur et on les analyse a posteriori. Donc ça nous permet de voir l'ensemble du tube digestif de l'intérieur. Je vous montrerai après des photos et ça permet de dépister donc pas mal de pathologies du grêle comme des maladies de Crohn du grêle, des entérites radiques, etc., etc. Ça va pour le principe de la vidéocapsule? Ok. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de canal opérateur, donc on ne peut pas faire de biopsie. C'est essentiellement une capture d'image. Hein, donc c'est essentiellement un examen de dépistage, hein, mais qui ne nous confirmera pas un diagnostic par l'histologie. Donc là, vous l'avez encore. Hein, donc la capsule. J'ai oublié de vous dire oui, qu'il y avait également des petites diodes hein, qui permettaient donc de mettre de la lumière dans le grêle, parce qu'il fait noir dans le grêle, sinon on ne voit rien. Donc là, vous avez quelques photos de vidéocapsules avec un aspect normal. Donc la première, ben, c'est évidemment la langue. Hein. Vous reconnaissez l'aspect papillé hein, donc de la langue. Ensuite, vous arrivez donc sur la deuxième image à la jonction œsogastrique, au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage, où là, la capsule peut rester quelques temps avant de passer dans l'estomac. Après, vous avez typiquement l'aspect en pli donc de l'estomac sur la troisième image, le passage du pylore sur la quatrième, hein, donc juste avant de passer dans le duodénum, l'intestin grêle sur l'autre image, puis au niveau de la valvule iléocécale, vous voyez, c'est serré encore, le passage peut prendre un certain temps à cet endroit-là, hein, au niveau de l'ion terminal, avant de passer dans le côlon. Là, des images pathologiques, on est toujours dans l'intestin grêle, donc vous pouvez voir sur l'image de gauche un petit ulcère à fond blanchâtre, avec le reste de la muqueuse qui apparaît normal. Vous voyez, on voit des villosités, c'est pas inflammatoire, c'est pas ulcéré, c'est pas érosif, c'est pas rouge, c'est pas érythémateux. Hein, donc c'est un ulcère isolé à fond blanchâtre qui n'a pas l'air de saigner, mais qui est présent, et ça c'est pas normal d'avoir ça dans l'intestin grêle. Là, pareil, vous êtes encore une fois dans l'intestin grêle et vous avez un gros ulcère qui lui est beaucoup plus creusant à l'emporte-pièce, hein, donc dans la muqueuse, avec vous voyez une muqueuse qui apparaît rouge autour, hein, donc c'est inflammatoire. On peut se demander s'il n'a pas saigné à un moment, puisque vous avez des berges un petit peu avec un petit piqueté hémorragique autour. Et sur la dernière image, je vous avoue qu'on ne voit pas grand-chose, hormis peut-être, encore une fois, une image d'ulcère ici, à cet endroit-là. Un ulcère creusant, à fond propre, un fibrineux. Voilà. Donc l'hémorragie dans l'intestin grêle, c'est possible, ça peut être dû aux petites images qu'on a vues juste avant, donc des ulcères. Et à ce moment-là, si on veut aller arrêter une hémorragie dans l'intestin grêle, il y a différents moyens. Donc un des autres examens qui va vous permettre à la fois de faire du diagnostic, mais également de la thérapeutique dans l'intestin grêle, c'est l'entéroscopie. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc l'entéroscopie double ballon, c'est un fibroscope mais beaucoup plus long qu'un fibro classique, hein, donc qui nous permet d'aller au-delà du deuxième duodénum. Et ça grâce à un système appelé double ballon. Alors, comment ça marche? Vous avez la gaine du fibroscope qui est ici, vous voyez, auquel on ajoute un surtube, ce qu'on appelle un overtube là. Au bout de la gaine de notre onoscope classique, on a déjà un petit ballon. Et au bout de l'overtube, on a un autre ballon. Et là, sur un principe de dégonfler, gonfler, dégonfler, en avançant à chaque fois par step, on va permettre de ramener à chaque fois de l'intestin grêle sur le tube et d'avancer comme ça progressivement. Vous avez compris le principe. Donc on gonfle le ballon proximal pour bloquer l'overtube.
Ensuite, on avance notre fibroscope dans l'overtube, qui reste en place, puisqu'on a gonflé le ballon qui est figé sur le grêle. Donc, notre fibroscope avance. Ensuite, on gonfle le ballon à l'extrémité du fibroscope. Comme ça, notre fibroscope est fixé dans l'intestin grêle. On dégonfle le ballon de l'overtube. On repousse notre overtube. On regonfle son ballon. Comme ça, on le fixe. Et après, on dégonfle notre ballon à l'extrémité du fibroscope et on repousse le fibroscope et ainsi de suite. Ça nous permet de ramener en chaussette l'intestin grêle sur le tube et donc de nous aider à avancer au maximum dans l'intestin grêle. Comme ça, on peut voir au moins 2-3 mètres de grêle avec cette technique. Vous avez compris ou pas? Ouais? Ok. Donc vous avez un canal impérateur dans le fibroscope qui va vous permettre de passer des pinces, de passer des aiguilles à sclérose, de passer une pince à coagulation si ça saigne, etc. Donc là vous avez des images en scopie, donc de l'entéroscopie, avec, vous voyez, le tube qui s'enroule dans le grêle. Donc le grêle est mobile, je vous rappelle. Est fixé donc dans sa partie postérieure, mais en antérieur, tout le grêle est mobile. Et donc vous avez le tube qui s'enroule dedans et on voit donc la progression du tube dans l'ensemble de l'intestin grêle. Est-ce que ça allait pour l'entéroscopie? Ok. Donc, un autre examen, le scan. Le scan et l'intestin grêle, ça va vous permettre de dépister pas mal de pathologies. Donc c'est des examens qui sont de plus en plus performants. Il faut les faire injecter si possible. Il faut toujours faire attention à une éventuelle insuffisance rénale chez les patients. Mais retenez, un scan abdominal doit être injecté. Éventuellement, on le fait avec opacification, qu'elle soit basse, donc dans le côlon, ou haute, pour explorer le grêle. Donc l'opacification peut se faire à l'eau, principalement parce que l'eau permet un bon contraste, elle permet de bien voir les parois du grêle. Et donc ça va permettre de dépister pas mal de pathologies, donc éventuellement un obstacle, de visualiser la jonction grêle court, grêle dilaté lors d'un obstacle, de dépister une occlusion. Voilà, donc c'est très important de dépister un épaississement d'une anse grêlique, qui pourrait être un lymphome par exemple, de rechercher des adénopathies intra-abdominales, voilà, ou des souffrances vasculaires en cas d'insuffisance mésentérique ou d'infarctus mésentérique. Ok, donc là sur ces images de scanner, vous pouvez voir donc un aspect de tumeur du grêle. Ici, donc là vous avez un scanner en coupe axiale qui est injecté. Vous voyez, vous avez les gros vaisseaux qui sont opacifiés. Ici, donc c'est injecté. Et vous voyez une zone pathologique, ici, avec du grêle dilaté en amont. Grêle un petit peu épaissi et un petit peu hyper dense, qui traduit un aspect inflammatoire. Et là, donc, cette espèce de masse, donc de lésion qui est hétérogène, qui est hyper dense, avec des fois un petit contenu hypodense, qui prend le contraste. Donc ça, c'est très suspect de tumeur. Vous dire quel type de tumeur, on ne peut pas savoir sur le scanner. Ça peut être un lymphome, ça peut être un adénocarcinome, mais c'est suspect. En plus, il y a une distension d'amont du grêle qui traduit une possible occlusion, voire un syndrome subocclusif. Vous avez une autre image, donc ça c'est la même image à un temps un petit peu plus tardif, où là vous avez une prise de contraste encore plus intense. Voilà. Donc c'est une lésion hypervascularisée. Et je pense qu'en dessous, vous avez pour le même patient la pièce anapathe en macroscopie. Et là vous voyez qu'il y a une grosse tumeur du grêle qui venait obstruer la lumière, donc qui était responsable de la dilatation et probablement cliniquement d'un état occlusif chez ce patient. Ça va pour ça? La sémiologie du côlon, comment on l'explore. Le but n'est pas de faire toutes les pathologies du grêle aujourd'hui, mais d'essayer de comprendre comment on peut l'explorer. Bon, c'est assez simple au final. Ça va? D'accord. Donc le côlon. Le côlon, c'est le gros intestin, c'est le gros tube qui va de la valvule iléocécale jusqu'à l'anus.
hein. Donc dans sa partie proximale, c'est-à-dire à droite, vous avez donc le cécum avec l'orifice appendiculaire qu'on voit bien en endoscopie, hein, qui va donner ensuite l'appendice. Ce cécum, il est prolongé donc par le côlon droit, le côlon ascendant, côlon droit qui va donner l'angle colique droit qui est sous le foie, puis le côlon transverse, puis le côlon gauche en regard de la rate, hein, au niveau de l'angle colique gauche. Ensuite, le côlon sigmoïde qui correspond en fait au côlon gauche. Et ce côlon sigmoïde va arriver à la charnière recto-sigmoïdienne qui fait en général un virage à 90 degrés, donc qui peut être difficile à passer en endoscopie. Et sous cette charnière, vous avez le rectum. Hein, donc haut rectum, moyen rectum et bas rectum, qui est ensuite prolongé par l'anus. Et donc voilà. Ça va pour ça? Petit rappel d'anatomie très simple. Donc, les signes cliniques au niveau du côlon. Donc, il faut bien comprendre que c'est un tube. C'est un tube dans lequel il peut y avoir donc, des lésions qui peuvent saigner. Donc, ces lésions peuvent saigner de façon chronique ou de façon aiguë. Hein, en saignant de façon chronique, ça entraînera une carence en fer et une anémie par carence martiale. Hein. Si ça saigne de façon aiguë, c'est très bas, donc le sang ne va pas avoir le temps d'être digéré, donc ça sera plutôt des rectorragies que vous aurez à l'examen clinique. Ça va pour ça? Voilà. Ensuite, les autres signes cliniques que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir des troubles du transit intestinal, constipation, diarrhée ou alternance des deux. Hein. La survenue d'une constipation chez quelqu'un qui n'a jamais été constipé de façon aiguë doit toujours vous faire rechercher un obstacle, une tumeur du côlon. Hein. 40 000 cas par an en France. La survenue d'une diarrhée, pareil, inhabituelle, chez un patient doit vous faire rechercher d'autres pathologies également, comme les maladies inflammatoires de l'intestin. Hein, donc c'est très important d'interroger vos malades sur ces signes cliniques lorsque vous suspectez une pathologie digestive. Après, il y a plein d'autres signes qui sont beaucoup moins spécifiques de pathologie. Hein, donc les douleurs abdominales diffuses, les ballonnements abdominaux, les gaz, etc. Ok. Et donc dans des formes plus aiguës, hein, donc de maladies déjà avancées, on peut avoir à ce moment-là des signes beaucoup plus sévères, hein, donc un syndrome occlusif du côlon. Donc là, à l'opposé du syndrome occlusif du grêle dont on a parlé tout à l'heure, en cas de syndrome occlusif du côlon, vous avez préférentiellement dans un premier temps un arrêt des matières et des gaz, c'est normal, c'est situé très bas l'obstacle, et plus tardivement des vomissements. Okay, les douleurs abdominales sont variables et peuvent arriver après. Pour la perforation colique, c'est assez simple de comprendre. Hein, il y a un trou dans le côlon. Donc le côlon, il y a plein de bactéries. Donc ça va donner une péritonite. Et une péritonite, ça se traduit par une défense généralisée, de la fièvre et un malade qui peut aller très mal très rapidement. Ça va pour ça? Ok. Donc tout d'abord, comment on peut faire pour examiner tout en bas? L'anuscopie et la rectoscopie, ça se fait à l'aide d'appareils rigides que sont l'anuscope et le rectoscope. Donc c'est pas très glamour, mais donc l'anuscope, vous l'introduisez après avoir fait un toucher rectal, bien évidemment, vérifiez qu'il n'y ait pas de tumeur ou d'obstacle évident. Hein, donc vous introduisez l'anuscope avec le petit mandrin qui est ici. Voilà. Et que vous pouvez retirer ensuite, une fois que vous êtes à l'intérieur, pour voir à travers donc, cet anuscope la muqueuse du bas rectum. Hein, on peut rarement voir au-delà, hein, sauf si vous utilisez un rectoscope, qui est un tube beaucoup plus long. Je vous rassure, on utilise, enfin nous en gastro, rarement ça. Hein, on a plutôt tendance à aller faire des endoscopies, c'est plus simple. C'est voilà. Ça va? C'est les proctologues principalement qui utilisent ce genre d'outils. Alors, l'endoscopie, donc pour aller explorer le reste du côlon.